Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. À la une de cette édition, focus sur le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Après 2 jours de travaux, les 22 et 23 juin 2023 à Paris, quel bilan en tirer pour l'Afrique ? L'objectif était ambitieux, réunir chefs d'État et dirigeants d'institutions financières internationales pour construire un nouveau pacte financier mondial. Que faut-il retenir de cette rencontre au sommet où les leaders africains ont appelé à la réduction des écarts financiers dans le monde par divers moyens comme une meilleure gestion du service de la dette, notamment en Afrique, où 60% des États du continent présentent un risque de surendettement. On fait le point dans cet élément signé Corinne Kamse-Eyone. En plus des conséquences des changements climatiques qu'elle doit subir, l'Afrique doit aussi supporter le poids de la dette avec des ressources financières insuffisantes qui, dans certains cas, couvrent à peine les besoins de base des populations. S'exprimant devant ses homologues d'Afrique et du monde réunis à Paris les 22 et 23 juin 2023, pour un sommet sur les questions de financement, le président kényan William Ruto a souligné la nécessité d'une architecture de financement mondial qui allège le règlement des dettes contractées par les pays africains. Pour le Kenya, par exemple, nous payons 10 milliards de dollars chaque année pour le service de la dette. Si j'avais 10 milliards de dollars chaque année pour le développement du Kenya, au lieu de pour le remboursement de la dette, eh bien, cela transformerait radicalement notre situation. D'après une étude du Parlement européen sur les états de la dette publique en Afrique, le poids de la dette sur le continent est passé en moyenne de 37% du PIB en 2012 à près de 64% du PIB en 2022. Une donnée qui rejoint celle d'un rapport du Fonds monétaire international qui prévient que 60% des pays africains courent un risque élevé de surendettement avec de graves conséquences sur l'accès des populations à des services sociaux de base. Essayons de trouver une solution pratique, ici, aujourd'hui, pour que l'année prochaine, je n'aie pas à débourser 10 milliards de dollars pour rembourser la dette. Cette dette aura été rééchelonnée et je rembourserai dans 20 ans et j'aurai 30 années pour rembourser cet argent. Et cet argent sera disponible pour construire des routes, pour la santé, pour l'eau, pour l'éducation de notre peuple. Ça fera toute la différence. L'initiative de suspension du service de la dette et le cadre commun du Fonds monétaire international pour la gestion et la restructuration de la dette, mais aussi la coordination entre les créanciers bilatéraux, peinent à porter ses fruits. En février 2023, l'Union africaine, par la voix du président de l'institution, Azali Assoumani, a appelé à l'annulation totale de la dette africaine pour permettre une relance de l'économie post-Covid et une meilleure résilience face aux impacts négatifs de la crise en Ukraine. Alors que le problème de la dette persiste, le président Mohamed Bazoum du Niger prévient qu'il sera difficile pour l'Afrique de parachever son développement si elle doit dans le même temps se soumettre aux exigences de la lutte contre les changements climatiques. Comme tous les autres pays pauvres, nous serons opposés à toute politique visant à nous priver du recours des énergies fossiles contenues dans notre sous-sol. Et l'unique solution acceptable est celle qui nous permet d'atteindre les objectifs des différents agendas à la fois, se fondant par conséquent sur la solidarité et la complémentarité bien comprises, rendues effectives par une politique de péréquation généralisée. La mise en œuvre du nouveau pacte passera par la construction d'une boîte à outils audacieuse et innovante en termes réglementaires juridiques et en ingénierie financière. Dans ce nouveau pacte financier mondial en élaboration, les États africains précisent qu'ils souhaitent jouer leur rôle en participant pleinement à relever tous les défis qui s'imposent aux nations du monde.
Toutefois, les bases de participation doivent être équitables pour tous. En matière d'endettement, par exemple, les pays du Sud ne devraient pas être contraints de payer jusqu'à 8 fois plus d'intérêts que les pays développés sous prétexte qu'ils sont considérés comme risqués, a martelé le président kényan, qui n'a pas manqué de rappeler que l'Afrique va avoir la capacité d'attirer les investissements privés plus que l'aide au développement. Développer des infrastructures vertes reste l'un des axes majeurs de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2030 et atténuer les effets du changement climatique sur le continent. Dans cette perspective, les dirigeants africains ont réaffirmé les 22 et 23 juin 2023 lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris leur engagement en faveur de la mobilisation des investissements pour le développement des infrastructures vertes dans les États africains. Mildred Yamou pour les détails. Des infrastructures vertes demeurent essentielles pour accélérer la transition juste et équitable de l'Afrique vers l'objectif de zéro émission nette d'ici 2030. Face aux multiples effets du changement climatique, les dirigeants africains s'engagent en faveur de la mobilisation des investissements pour développer les infrastructures vertes dans les pays africains. Engagement réaffirmé à Paris lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial les 22 et 23 juin 2023. La Mauritanie, dont les émissions à gaz à effet de serre sont pourtant très marginales, est résolument engagée dans la lutte en faveur de la transition écologique par l'exploitation de son potentiel d'énergie renouvelable, notamment éolienne et solaire. En novembre 2022, l'Union africaine, le groupe de la Banque africaine de développement et Africa 50, en partenariat avec plusieurs partenaires mondiaux, ont lancé l'Alliance pour des infrastructures vertes en Afrique, AGIA, une initiative qui vise à lever d'importants capitaux pour financer des projets d'infrastructures vertes en Afrique. Madagascar soutient l'AGIA pour accroître le financement des infrastructures vertes en Afrique. Et nous devons aussi encourager le financement mixte pour mobiliser les fonds nécessaires et mettre en place la gouvernance et des mécanismes adaptés du contexte de chaque pays. Les secteurs prioritaires de l'Alliance sont l'énergie, les transports, l'eau et l'assainissement, les infrastructures de santé, les infrastructures à haut débit, les infrastructures urbaines et rurales. L'AGIA, qui compte lever jusqu'à 500 millions de dollars pour fournir des capitaux de développement à des projets en phase de démarrage, soutiendra des programmes tels que des méga-projets solaires ou des projets d'hydrogène vert, ainsi que des initiatives de capital risque, comme des projets de technologie propre, de stockage de l'énergie ou de solutions d'immobilité. Il est prévu de générer jusqu'à 10 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures vertes sur le continent. On a pensé toujours au transport aérien, routier, maritime. On a oublié la problématique de l'énergie. L'Afrique attend beaucoup des initiatives comme l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. Et je voudrais profiter de cette table ronde pour inviter vivement nos partenaires à apporter leur soutien à travers les ressources concessionnelles ou des ressources commerciales. Selon la Banque africaine de développement, les besoins de financement en infrastructure en Afrique se chiffrent entre 130 et 170 milliards de dollars par an, tandis que le déficit de financement s'élève à 108 milliards de dollars par an. Développer des infrastructures vertes reste l'un des axes majeurs de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour atteindre l'objectif de zéro émission nette et atténuer les effets des changements climatiques. Projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le Grand Musée national d'Afrique. Le siège provisoire de ce lieu culturel a été inauguré le 21 juin 2023 à la Villa Boukline à Alger en Algérie. Ce musée devrait créer un espace contemporain, dynamique et interactif pour la collecte, la préservation, l'étude et l'engagement avec l'histoire, la culture et le patrimoine matériel et immatériel de l'Afrique. Visite guidée de ce lieu de préservation du patrimoine culturel africain dans ce reportage signé Marie-Raphaël Antolo.
Créer un espace contemporain, dynamique et interactif pour la collecte, la préservation, l'étude et l'engagement avec l'histoire, la culture et le patrimoine matériel et immatériel de l'Afrique est l'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'inauguration du siège provisoire du Grand Musée d'Afrique le mercredi 21 juin à Alger, à la ville Boulkine, joyau architectural algérien du 24e siècle, va dans le sens de la matérialisation de cet objectif. Ce musée a pour but de mettre en avant l'authentique culture africaine et renforcer les valeurs de solidarité, de fraternité et d'humanité. Il œuvre également à répandre la culture de la paix et des valeurs de coexistence, mettant en exergue sa relation particulière avec la vie et la créativité. L'Afrique démontre au monde sa voix culturelle, tout en manifestant sa libre volonté de bâtir son présent et de protéger son avenir politique, économique et culturel. Le Grand Musée d'Afrique inauguré s'étend sur une superficie de 900 mètres carrés, entouré de 11,800 mètres carrés d'espace vert. D'après l'Union africaine, il a pour vocation de sensibiliser les populations à la diversité des biens culturels dynamiques et immenses de l'Afrique, ainsi qu'à l'influence de l'Afrique sur les diverses cultures du monde, notamment dans les domaines de l'art, de la musique, des langues et des sciences. Le Grand Musée africain va aussi constituer un centre de coordination pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel africain. Nous allons avoir comment former les gens pour entretenir ces objets qui seront là, comment les protéger pour que ces objets ne soient pas détériorés. Et à notre niveau, vous pourrez compter sur nous naturellement avec l'ensemble des États membres et aussi le comité technique au niveau ministériel qui travaille, les ministres justement en charge de la culture, qui avec la jeunesse aussi, comme je mentionnais, qu'on puisse travailler ensemble pour renforcer justement la culture africaine, l'industrie créative et faciliter justement la contribution de la culture au développement. En mai 2021, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, à l'occasion de la Journée du patrimoine mondial africain, avait indiqué que la valorisation de la culture et du patrimoine comme levier de développement en Afrique exige une mobilisation des communautés qui y sont attachées. Selon l'agence culturelle onusienne, une telle mobilisation va permettre aux populations de resserrer leurs liens, d'accroître leur résilience, de renforcer leur capacité de protéger l'héritage du passé et de la transmettre aux générations futures. Alors que nous sortons d'une pandémie, nous sommes également contraints de réexaminer le rôle de la culture et son importance pour notre bien-être. Nous saluons l'engagement des communautés et des jeunes en particulier qui œuvrent à la protection du patrimoine africain et nous appelons chacun à se joindre à cet effort. D'après Minata Samad Sessouma, commissaire de l'Union africaine à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social, l'Union africaine est décidée à accompagner les 55 États membres pour récupérer les œuvres d'art pillées. Notons d'ailleurs que la Villa Boulkine, au siège provisoirement le Grand Musée d'Afrique, ouvrira ses portes au public incessamment dans l'attente de son transfert vers une nouvelle bâtisse sur le plateau des Anasser à Alger. L'actualité de l'Union africaine, c'est aussi la célébration de la Journée africaine de la fonction publique avec un accent particulier sur la mise en œuvre de la ZLECAf. Et puis le médecin tchadien Benjamin Djoudal Baye devient le premier Africain lauréat du prix des influenceurs Covid-19. Enfin, la Commission de l'Union africaine appelle les partenaires internationaux à soutenir l'effort humanitaire en fonction des réfugiés sur le continent. Le Zimbabwe a abrité du 21 au 23 juin 2023 les activités de l'Union africaine relatives à la célébration de la Journée africaine de la fonction publique. La 9e édition de cette journée instituée en 1994 a été organisée sous le thème « La zone de libre-échange continentale africaine nécessitera une administration publique africaine adaptée pour réussir ». La Journée africaine de la fonction publique met en vitrine les conditions de travail et la qualité des hommes et des femmes qui ont décidé de consacrer leur vie au service public pour la satisfaction des besoins des citoyens du continent. Les activités organisées au Zimbabwe pour l'édition 2023 ont réuni des organisations actives dans le domaine de l'administration publique, des universités du secteur privé, des médias et d'autres acteurs non étatiques.
Le docteur Benjamin Djoultabaye, de nationalité tchadienne, a été récompensé par le prix des influenceurs Covid-19 dans la catégorie vaccin lors de l'édition 2023 des United Heart Social Media Awards. L'événement, tenu le 13 juin, a primé 6 autres personnalités originaires du Mexique, du Royaume-Uni, de Malaisie, d'Inde et du Canada dans diverses catégories. Médecin de formation, le docteur Benjamin Djoultabaye assume actuellement les fonctions de chef de division des politiques, de la diplomatie, de la santé et de la communication à Africa CDC, les centres africains pour la surveillance et la prévention des maladies. Avant de rejoindre Africa CDC, il avait assumé pendant plus de 8 ans les fonctions de responsable principal de la santé pour le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et d'autres maladies infectieuses à la Commission de l'Union africaine. Les United Heart Social Media Awards, qui existent depuis 2014, ont primé le médecin grâce à ses travaux sur la COVID-19. La Journée mondiale des réfugiés, commémorée le 20 juin 2023, a été l'occasion pour la Commission de l'Union africaine de rappeler l'effort humanitaire de plusieurs États pour fournir l'accueil et l'asile aux personnes victimes de crises, de conflits et de déplacements forcés, appelant les partenaires internationaux à soutenir cet effort. Selon les données de la Commission, l'Afrique compte actuellement plus de 8,5 millions de réfugiés et de demandeurs d'asile et également plus de 4,2 millions de personnes apatrides. De plus, 28,5 millions de personnes supplémentaires sont enregistrées comme déplacés internes dans leur propre pays. La Commission de l'Union africaine a saisi l'occasion pour encourager les États à poursuivre la solidarité avec les réfugiés et les personnes déplacées et à mettre en place les lois et initiatives pour leur inclusion socio-économique. La Commission de l'Union européenne, la Fondation européenne pour la formation en partenariat avec les communautés économiques régionales organise du 11 au 13 juillet 2023 à Addis Abeba en Éthiopie la réunion de validation de la deuxième phase du cadre continental africain des certifications. Le document de politique couvre la période 2023-2026. Le cadre continental africain des certifications est une initiative politique de l'Union africaine qui vise à améliorer la transparence et la portabilité des certifications de tous les sous-systèmes et niveaux d'éducation et de formation sur le continent, en soutenant la complémentarité avec les cadres de certification nationaux et régionaux. La 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux est fixée du 13 au 16 juillet 2023 à Nairobi au Kenya. La réunion de coordination semestrielle prévue le 16 juillet sera précédée par la 43e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine les 13 et 14 juillet 2023. D'après la présidence de la Commission de l'Union africaine, l'objectif des réunions de coordination est d'inscrire dans un cadre formalisé les relations entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les États membres pour une meilleure coopération au service du développement du continent, toutefois sans interférence ni chevauchement sur les compétences des unes et des autres. Le pôle de qualité interpays de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique sur l'enseignement et l'apprentissage, hébergé par le Rwanda, organise le 28 juillet 2023 une conférence virtuelle pour discuter du rôle des enseignants retraités dans le renforcement de l'enseignement et de l'apprentissage en Afrique. L'événement vise à renforcer les liens entre les enseignants à la retraite et les enseignants en service et devrait contribuer à démontrer le potentiel d'utilisation des capacités et de l'expérience des enseignants à la retraite.
Place à présent au portrait de cette édition. Il est le président du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant depuis 2019. Sa mission, poursuivre les travaux de promotion de la Charte africaine pour les droits et le bien-être de l'enfant. Lui, c'est Joseph Ndaïa Senga, fonctionnaire burundais au ministère de la Solidarité nationale. Joseph Ndaïa Senga, un engagement renouvelé en faveur du droit de l'enfant et son bien-être, un reportage signé Séverin Douqueux. À l'heure où les politiques mondiales mettent en place toujours plus d'actions pour que cesse le travail, la traite et même le trafic des enfants, Joseph Ndassiyenga œuvre pour la promotion des droits et le bien-être des enfants. À la tête du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, depuis la 34e session du dit comité en 2019 au Caire, l'homme n'a de cesse de penser des programmes à même de permettre un environnement propice à une enfance réussie. Et le comité également mène des études, comme il élabore aussi des directives. Et par rapport aux études, des études récentes, vous noterez qu'il y a eu une étude sur les enfants sans souhait parentaux. Et également, nous envisageons dans un proche avenir d'élaborer une étude par rapport aux enfants et le changement climatique, comme également les enfants vivant avec handicap. À l'aune de la célébration du 30e anniversaire de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, qui est entrée en vigueur en 1999 après ratification de 15 États parties africains, le président de l'institution salue le chemin parcouru et les progrès réalisés. Et nous devons reconnaître qu'il y a eu des progrès. D'abord, il faut parler de la ratification de la Charte, mais aussi il faut reconnaître qu'en 2001, il y a une mise sur pied d'un comité d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant en vertu de l'article 32 de la Charte pour faire le suivi de la mise en œuvre de la Charte. Il faut reconnaître aussi les progrès qui ont été menés en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'enregistrement de naissance, en matière de la lutte contre les pratiques sociales néfastes, et également des progrès pour ce qui est de la justice pour mineurs. Une tâche ardue pour le défenseur de la cause infantile et juvénile qui doit faire face à plusieurs challenges, dont la précarité et la pauvreté qui rythment le quotidien des Africains, mais aussi les conflits armés, véritable obstacle à la création d'environnements d'épanouissement pour les enfants. Joseph Ndassiyenga est également directeur au ministère de la Solidarité nationale, des droits de l'homme et du genre du Burundi, avec entre autres missions l'élaboration de diverses politiques et stratégies telles que la politique nationale pour les orphelins et les enfants vulnérables, la cartographie et l'évaluation du système de protection de l'enfant ou encore la politique nationale de protection de l'enfant. Jusqu'à présent, des défis persistent. Et ces défis sont beaucoup plus liés à la pauvreté, au contexte de pauvreté, mais aussi aux conflits armés et également aux situations de catastrophes et comme bien entendu d'autres situations qui font que les parents ne soient pas à mesure de pouvoir venir aux besoins de les enfants. À date, la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant a été ratifiée par 50 des 55 pays africains et Joseph Ndassiyenga, ce passionné d'art visuel, continue de piloter son implémentation pour contribuer à l'atteinte tant des objectifs de développement durable de l'ONU que de l'agenda 2030 de l'Union africaine. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal sur Africa 24. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube.
Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.